Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission, rencontre avec Louise-Marie Beauchamp, fondatrice du Cœur de la montagne et agricultrice, sur les enjeux liés au bio et le lien surprenant entre l'agriculture et l'art. Eve-Maude White-Ulysse rencontre Annie Desmarais, fondatrice de Flow Factor, pour la nouvelle cohorte du programme Jeune Entreprise. Valérie Bigras, sur les trucs permettant d'économiser lorsqu'on prévoit un mariage, et son salon virtuel La vie après le oui du 31 janvier et le 1er février 2026. Eve-Maude White-Ulysse rencontre Lucie Blanchet de la ville de Mont-Saint-Hilaire sur les activités d'hiver au programme dans la municipalité. Rencontre avec Micheline Potvin, photographe spécialisée dans les images de la Lune, sur sa mystérieuse conférence à propos de la Lune. Finalement, Anne-Catherine Caron, agente culturelle à la ville de Belleuil, sur le retour du festival Chaufferette du 6 et 7 février prochain. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et bienvenue à cette nouvelle édition du Régional. Bonne émission. Comme à chaque semaine, l'équipe de TVR9 vous invite à un tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. Près d'une cinquantaine de personnes ont participé à 2 rencontres tenues récemment à Chambly par le député de Belleuil-Chambly et chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet. Les échanges ont réuni des entrepreneurs de la circonscription et des représentants d'organismes œuvrant en immigration. L'objectif était de donner la parole aux entreprises locales afin de discuter des nouveaux tarifs douaniers américains, de la renégociation de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, ainsi que des impacts des récents changements touchant les travailleurs étrangers temporaires et l'immigration. Selon Yves-François Blanchet, les décisions prises à Ottawa ont des effets directs sur les entreprises, les travailleurs et les familles de la région. Les députés bloquistes Gabrielle Sainte-Marie, député de Joliette-Manawan, et Alexis Brunel-Duceppe, député du Lac-Saint-Jean, ont également pris part aux discussions, notamment sur les sujets commerciaux, la main-d'œuvre et l'immigration. Au terme des rencontres, les participants ont salué la pertinence de cette formule de dialogue et souhaitent renouveler l'expérience afin de maintenir un lien étroit entre les milieux économiques, communautaires et politiques de la région. Vous vous souvenez de l'accident d'hydravion survenu le 2 mai 2025 dans la rivière Richelieu, près de Saint-Basile-le-Grand, qui avait malheureusement coûté la vie au pilote Olivier Brossard et blessé son fils qui, lui, a survécu. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada a rendu public la semaine dernière son rapport d'enquête sur l'événement. Le document conclut que l'accident est attribuable à une réparation défectueuse effectuée quelques mois auparavant. Selon le rapport, des travaux de maintenance réalisés à l'hiver 2025 ont été effectués par des apprentis sans supervision directe d'un technicien d'entretien d'aéronef. Lors des travaux, la chaîne reliant le manche au câble du système d'aileron a été mal réinstallée. Les procédures du fabricant n'auraient pas été consultées et aucune vérification du sens du fonctionnement des ailerons n'aurait été faite après la réparation. Cette erreur est passée inaperçue lors de l'inspection avant le vol. Le 2 mai, vers 11 h, l'appareil a amorcé son décollage à partir de l'aérodrome de Saint-Mathias-sur-Richelieu. En tentant de corriger la trajectoire, le pilote a constaté un comportement inverse de l'appareil, ce qui a entraîné une perte de contrôle. L'hydravion s'est alors renversé sur la surface de l'eau. Le Bureau de la sécurité des transports rappelle que même si le port du gilet de sauvetage n'est pas obligatoire lors des vols privés en hydravion, il est fortement recommandé. La ville de McMasterville annonce le retour du camp de jour enneigé, offert pendant le congé de la relâche scolaire du 2 au 6 mars prochain. Le camp s'adresse exclusivement aux enfants de McMasterville âgés de 5 à 12 ans, soit de niveau maternel complété ou en voie de l'être. À noter que le programme d'intégration ne sera pas offert durant cette semaine de camp. La période d'inscription débutera le mercredi 21 janvier dès 9 h. Les parents sont invités à s'inscrire rapidement puisque les places sont limitées. La thématique et la programmation détaillée des 5 journées seront dévoilées prochainement sur le site Internet de la Ville dans la section Camp de jour.
Selon les conditions météorologiques, les enfants pourront aussi profiter de la patinoire et de la pente à glisser. Les parents sont donc invités à prévoir l'équipement nécessaire, notamment les patins, les luges et les vêtements d'hiver. Pour toute question concernant l'inscription, visitez le site web de la ville de McMasterville. La ville de Saint-Basile-le-Grand invite la population à participer à Plaisir d'hiver, une grande fête familiale extérieure qui aura lieu le dimanche 1er février de 10h à 15h au Parc du Ruisseau et à l'Aréna Jean Rougeau. Les participants pourront profiter du patin libre, s'initier à la planche à crue et vivre une expérience unique avec la présence de chiens de traîneau de midi à 15h. Pour des raisons de sécurité, les citoyens sont invités à laisser leurs animaux de compagnie à la maison. Plusieurs autres activités seront offertes tout au long de la journée, dont le prêt de trottinettes de neige, les vélos à pneus surdimensionnés, la glissade sur tube, des jeux et de l'animation musicale. Un coin neige sera aménagé pour les jeunes enfants, tandis qu'un espace détente permettra de se réchauffer et de se restaurer grâce aux kiosques alimentaires sur place. En cas de mauvaises conditions météorologiques, certaines activités pourraient être déplacées ou annulées. Le jour de l'événement, il est recommandé de consulter le site pour s'assurer de la tenue des activités. Le Chœur de la montagne invite les personnes intéressées à découvrir l'ensemble lors d'une répétition porte ouverte dans le cadre de la session hiver-printemps 2026. L'activité est gratuite et s'adresse aux nouveaux choristes ainsi qu'aux anciens membres qui n'ont pas chanté avec le chœur depuis plus de 3 sessions consécutives. La porte ouverte aura lieu le jeudi 29 janvier de 19h à 21h30 à l'école secondaire Osias-le-Duc à Mont-Saint-Hilaire. À la suite de la soirée, les personnes intéressées pourront être admises au chœur après une audition individuelle selon les places disponibles dans chacune des voies. L'inscription à la porte ouverte permet de signifier votre intérêt à intégrer le Chœur de la montagne. Les participants seront ensuite contactés par courriel afin de recevoir tous les détails concernant leur première présence au chœur. Une responsable des inscriptions sera également disponible pour répondre aux questions. À noter que les nouveaux choristes admis bénéficieront d'un rabais de 50 % sur les frais dès leur première session. Des réductions sont aussi offertes aux couples, aux familles et aux personnes de moins de 35 ans. La date limite pour s'inscrire est fixée au 12 février 2026. Pour plus d'informations, il est possible de consulter le site du Chœur de la montagne. C'est bientôt la 11e édition de l'événement Les Beaux 4 heures de la Fondation Martin Matt. L'activité de collecte de fonds aura lieu le samedi 7 février 2026 au Mont-Saint-Sauveur. L'événement sera également offert en formule hybride, permettant une participation à distance du 7 janvier au 7 février 2026. L'objectif, c'est d'appuyer les enfants et les adultes vivant avec un traumatisme crânien ou un handicap physique. En vous inscrivant ou en soutenant une équipe, vous contribuez directement aux actions de l'Association des traumatisés crânio-cérébraux de la Montérégie. Une partie des fonds amassés est redistribuée à votre association locale et permet de financer des services essentiels comme le répit à domicile, les camps de répit et la résidence Les Studios Sources Belle-Vie. Un appel à la générosité est lancé à la population afin d'atteindre l'objectif de collecte de dons. Chaque contribution, petite ou grande, peut faire une réelle différence. Un reçu officiel pour fin d'impôt est remis pour tout don de 20 $ au plus. Consultez le atccmontérégie.qc.ca. Voilà, c'était l'essentiel de l'information dans la vallée du Richelieu. On rejoint maintenant en studio Louise-Marie Beauchamp, qui est une citoyenne engagée qui a beaucoup de projets sur le feu, notamment avec les Jardins de Marie Biot, qu'on va aborder en premier. Les Jardins de Marie Biot, c'est une entreprise qui fait de l'agriculture biologique, comme on pourrait dire, mais avec plusieurs espèces en même temps. Pouvez-vous nous expliquer là, un peu de quoi ça a l'air chez vous? OK. Alors, premièrement, on a fondé ça en 2012, donc c'est pas hier. Et puis, on a essayé toutes sortes de choses. C'était vraiment un work in progress, là. C'est une entreprise qui n'avait pas comme mission première de la rentabilité. Okay. J'ai un autre job dans la vie, mais j'avais la terre à Saint-Basile-le-Grand. Et en fait, j'étais une naufragée climatique, on appelle ça comme ça. J'avais une petite auberge au Guatemala, puis je m'étais faite inonder par la levée des eaux. Fait que, tu sais, ça m'a comme réveillée en me disant, ouais, c'est pas une joke, là, les changements climatiques. Et vous avez été conscientisée à l'environnement, à l'importance de l'environnement. C'est ça. Okay. Avant ça, zéro, là. Tu sais, j'étais comme tout le monde, et puis... Les pailles en plastique.
Bon, On vit juste une vie. c'est ça. Ben, peut-être pas tant que ça, mais quand même, j'avais pas vraiment la conscience que j'ai présentement. Donc ça a été l'élément déclencheur. Et puis, j'avais une terre en arrière. Et puis, j'ai toujours été passionnée par le savoir-faire. Donc, n'importe qui sait faire quelque chose de ses mains, moi, ça vient me chercher. C'est impressionnant, hein? C'est pas l'argent, moi, qui vient me chercher. C'est pas les gens qui font de l'argent en faisant de l'argent. C'est les gens qui font quelque chose avec leurs mains. Ça m'a toujours passionnée. Donc, j'avais le goût de m'approcher de ce genre de personnes-là. Je suis allée chez Équiterre. Là, j'ai étudié ça, comment ça marchait, l'agriculture biologique. Je suis allée dans les formations. J'ai suivi tout ce que Équiterre proposait comme modèle de ferme biologique. Et puis, j'ai fait pareil. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Puis un peu un modèle suivant comme le maraîcher, tu sais. C'est vraiment le maraîcher, une trentaine de variétés. On fait des paniers. Les gens décident pas ce qu'ils mangent, c'est les autres qui décident pour eux. Et puis, si on n'a pas de laitue une semaine, bien, il n'y en a pas. C'est bon. Alors, c'est un modèle qui est très humain, et puis, mais qui a ses limites, évidemment. On va parler des limites, justement. C'est ça que les gens essayent de comprendre parce que personne n'est contre la vertu. Des produits biologiques, tout le monde en veut. Il y a moins de médicaments, de pesticides, oui. Il y a moins d'impact sur les gaz à effet de serre. Le problème, c'est qu'au niveau de la rentabilité, il peut y avoir un pépin. Bien, en tout cas, nous, on a vraiment tout essayé pour que ce soit un peu rentable, et puis on n'a pas réussi. Fait que je ne veux pas dire que parce que nous, on n'a pas réussi, que personne ne peut réussir. Mais finalement, moi, en bout de ligne, après avoir essayé différentes formules, c'est les plants. Je me suis spécialisée dans les plants parce que j'avais une serre. Puis là, je vends des plants de potager. Donc, à chacun de vous tous, à faire pousser vos légumes et à vous arranger avec ça. Donc, ça, j'en tire une certaine rentabilité et c'est plus facile. Maintenant, vous travaillez de vos mains. Vous aussi, vous produisez quelque chose. Bien sûr, on fait tous les plants de tomates, les plants de poivrons, les plants de zucchini. Vous êtes une artisane maintenant? Bien, en fait, je l'ai toujours été, parce que même quand j'étais jeune, à Belleuil, parce que je viens de Belleuil, je faisais du macramé, je faisais de la poterie. Tu sais, j'ai toujours fait des patentes avec mes mains. Donc ça a été un retour, si vous voulez, à la source. Mais les plants, là, on est en hiver en ce moment. Est-ce qu'on doit travailler, est-ce qu'on doit commencer à travailler maintenant pour faire ce genre de choses-là? Oui. D'abord, nous, on fournit les 4 IGA de Saint-Basile, Saint-Bruno, Chambly et Richelieu. Donc, on livre au mois de début avril. Donc, on commence mi-mars à faire les semis. Donc, les tomates, les oignons, les tomates, c'est mi-mars. Présentement, je mentirais de vous dire que je travaille dans la serre. Par contre, il faut que je revise le matériel que j'ai, la planification, est-ce que j'ai tout ce que ça prend. De toute façon, vous avez plusieurs projets sur le feu, dont un autre que vous portez fièrement sur vous, sur votre coton ouaté, Mon œuvre pour la paix. Oui. Expliquez-nous, là, ce projet-là, ça a une vocation communautaire également. Oui. En quoi ça vous fait vibrer? Bien, d'abord, je dois annoncer qu'on a eu la subvention du Calque pour aller dans 8 organismes. Le Calque étant le Conseil des arts et des lettres du Québec. Pour aller offrir un concert, parce qu'à la base, je suis chanteuse, pour aller offrir un concert dans des organismes de la région pour qu'ils s'en servent comme levée de fonds ou tout simplement pour distraire leurs bénévoles ou leur clientèle, leurs bénéficiaires. Donc, ça, c'est une belle grande nouvelle. Ce concert-là a pour but de promouvoir ma plateforme que j'ai créée, qui s'appelle Mon œuvre pour la paix. Alors, qu'est-ce que c'est, cette plateforme-là? Bien, c'est simplement pour solliciter tous les gens qui croient encore en l'humain, qui croient encore à ses capacités de création, de réflexion sur la paix, bien, d'aller déposer leur témoignage ou leur œuvre sur la plateforme. Moi, je choisis une œuvre par semaine et puis je la promouvois sur les réseaux sociaux. Et je les promouvois aussi dans ceux qui se sont inscrits à ma plateforme. Et puis, je leur envoie des infolettres pour faire découvrir la réflexion d'une personne en question. Vous semblez être une personne très créative, qui est portée sur la création. Est-ce que vous pensez que, de nos jours, la création est en danger? Est-ce que vous pensez que la créativité est à risque? Complètement. En fait, tu sais, c'est pas le propos de ma plateforme, j'en parle pas de tout ce qui est robotisation et puis IA, puis tout ça, parce que ça lève des arguments, puis je suis pas une activiste dans le sens que je vais me aller avec des pancartes.
Je suis une activiste dans le sens que j'agis. Dans l'action. J'agis. Et puis ceux qui m'aiment me suivent. Tu sais, c'est comme ça que je vois ça. Bien, d'ailleurs, vous avez toujours été comme ça. Vous avez même fondé le Cœur de la montagne. Rapidement, pour conclure l'entrevue, là, c'est un organisme qui est encore actif, qui est chéri dans la région. Expliquez-nous de où ça partit. Bien, justement, j'enseignais le chant. Et puis, les gens me disaient, « Ah, moi, je voudrais chanter, mais ils chantaient mal. » Tu sais, je veux dire, c'était pas des solistes. C'est parfait pour un chœur. Quand je dis que je chantais mal, je suis vraiment Bien, quand plein de monde mal chante polie. mal en même temps, ça s'ajuste, non? Mais ce que je voulais dire, c'est que mes élèves n'avaient pas la capacité de chanter soliste, mais complètement la capacité de chanter en chœur. Et puis, chanter en chœur, c'est extraordinaire. Donc, c'est pour ça que j'ai fondé le Cœur de la montagne, parce qu'il y avait un besoin. Puis, la première année, quand j'ai décidé de fonder ça, il y a eu 97 inscriptions. Tu sais, c'est pas rien dans la région. Ça veut dire qu'il y avait vraiment un besoin. Et puis, encore une fois, c'est une action que j'ai posée en réaction à un besoin. Puis oui, la création est en danger. Puis non, il ne faut pas se laisser avoir, puis il faut continuer à créer parce que c'est le propre de l'humain. Bien, il y a peut-être un lien, un fil conducteur qui relie tous vos projets. C'est de mettre l'humain, justement, remettre l'humain au centre. Complètement. De ce qu'on veut faire, puis de prendre le temps. Peut-être que faire pousser un plant, c'est la même chose que faire pousser quelqu'un. Complètement. Faire pousser un plant. Puis quand on s'approche de la nature, parce que je ne m'étais pas dédiée à ça du tout dans la vie, c'est arrivé sur le tard que je me suis intéressée à l'agriculture, bien, pour moi, c'est un acte de création incroyable. Je veux dire, quand on sème une graine puis ça devient une aubergine, je veux dire, c'est pas rien, là. Tu sais, c'est pas rien, là. Quand on y réfléchit, là, c'est une grande, grande œuvre. Louise-Marie Beauchamp, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On s'est promené, ça a été super intéressant de discuter avec vous. Bonne chance pour l'événement qui va s'en venir. Je suis sûre que ça va... Puis allez voir ma plateforme, monœuvrepourlapaix.com. Puis allez voir les témoignages des gens qui publient sur la paix. Ça touche le cœur. Et envoyez vos recommandations également. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir en studio Mme Desmarais, CEO et fondatrice de l'entreprise de Mont-Saint-Hilaire Flow Factor. Bonjour, Mme Desmarais. Bonjour. Donc, parlez-moi de Flow Factor. D'où vient l'idée? C'est quoi exactement pour ceux qui ne savent pas? Oui, bien en fait, moi, à la base, je suis neuropsychologue. OK. Après mes études doctorales, je me suis beaucoup intéressée aux technologies dans notre pratique à travers un postdoctorat. Puis en parallèle, j'ai parti ma pratique privée, d'ailleurs à Mont-Saint-Hilaire. Je voyais des patients, puis ça me prenait énormément de temps, juste rédiger des rapports, corriger mes tests. Puis pendant ce temps-là, bien, c'est sûr que, comme vous le savez sûrement, actuellement, on vit une crise en santé mentale. Les listes d'attente sont interminables. Puis comme professionnel qui veut aider, bien, c'est sûr qu'on se sent très limité. On doit fermer nos listes d'attente, refuser des patients. Fait que pour moi, c'était comme évident qu'il fallait réduire le temps qu'on prenait pour faire nos évaluations diagnostiques puis nos interventions. Puis que la façon qu'on faisait actuellement ne convenait pas parce qu'on n'intégrait pas encore les technologies. Donc, c'était un peu dans cette optique-là où j'ai parti l'idée de Flow. Je me suis associée à des centres d'entrepreneurs, des incubateurs qui m'ont permis là, de vraiment passer de l'idée à l'entreprise. Puis le but, c'est vraiment d'offrir une plateforme numérique aux professionnels en santé mentale qui intègre l'intelligence artificielle pour automatiser tout ce qui est rédaction de rapports et toutes les tâches administratives. Puis comment ça fonctionne exactement? Moi, je suis citoyenne de la vallée du Richelieu, donc vous couvrez en fait le Québec, puis aussi la Suisse, ça se peut-tu? Oui, c'est ça. OK. Oui. En fait, quand on a commencé à commercialiser, à valider notre plateforme, on a commencé avec le Québec. Mais c'est sûr que rapidement, on a comme été amené en Suisse parce que le besoin n'est pas juste au Québec. Là, les listes d'attente sont partout, même en Europe. Puis la Suisse était vraiment... sont plus rapides là, pour adopter l'innovation et tout ça. Fait qu'on on a commencé par commercialiser aux hôpitaux universitaires à Genève, qui utilisent actuellement notre solution, puis on revient un peu dans les dernières années au Québec pour commercialiser davantage. OK. Puis c'est ça. Comment ça fonctionne? Pour un citoyen qui voudrait, demain matin, télécharger l'application,
J'imagine on va dans l'App Store, on télécharge l'application, puis c'est quoi qu'ils nous demandent exactement? En fait, c'est une application web. Fait que c'est OK. vraiment sur notre site web, là, flowfactor.ca. Ça s'adresse vraiment à tout professionnel en santé mentale, fait que orthophoniste, neuropsychologue, psychologue, psychoéducatrice et travailleur social, psychiatre. Et j'en passe. Donc, eux, peuvent aller sur notre site web, ils peuvent avoir accès à une démo, fait qu'on leur montre exactement les fonctionnalités, comment ça fonctionne, la méthodologie pour utiliser l'application. Puis, par la suite, ils peuvent l'intégrer dans leur pratique pour gérer leur dossier. Donc, est-ce qu'il y a des prescriptions qui se font à partir de l'application? C'est vraiment plus une application qui vise à automatiser tout ce qui est rédaction. Fait que c'est pas tant des prescriptions que des rapports diagnostiques ou des notes évolutives que les professionnels doivent faire là, au courant d'une intervention. Là. Fait que c'est vraiment plus pour tenir à jour leur dossier puis gérer leurs données patients. OK. Donc, la personne qui utilise l'application doit quand même avoir accès à un spécialiste de la santé suite à l'utilisation, c'est ça? En fait, l'application a comme un portail professionnel qui permet aux professionnels de mieux gérer leur dossier. Puis, il y a un portail patient. Puis, ça permet aux patients d'avoir une communication plus fluide avec son professionnel. Mais c'est vraiment axé pour automatiser vraiment plus les tâches du professionnel. Ouais. Parfait. Puis là, récemment, vous avez eu une bonne nouvelle. L'Association québécoise des technologies ont récemment dévoilé la cohorte 2025-2027 du programme des jeunes entreprises et vous en faites partie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour moi, depuis le début, là, c'est clair que je viens du monde scientifique. Il y a quand même une grande marche pour le monde de l'entrepreneuriat. Il y a quand même beaucoup de différences, puis d'adaptation et d'apprentissage à faire. Fait que c'est vraiment important pour moi de m'entourer d'entrepreneurs à succès et même d'entrepreneurs qui ont des startups aussi. Fait que pour moi, c'est autant une façon d'aller chercher une communauté autour de moi avec qui je peux partager un peu ce que je vis puis croître, mais aussi des mentors qui vont me permettre de pousser mes réflexions puis de vraiment éviter les erreurs là, qu'eux ont fait. Là. Fait que pour moi, c'est vraiment d'avoir un réseau plus solide. Pour, en fait, probablement expandre ce projet-là. Oui, exactement. On commence par les pays francophones pour l'instant, mais c'est sûr qu'on a eu quand même beaucoup de demandes aussi dans différentes régions. Fait que on est en croissance, puis la croissance, parfois, ça peut aussi, ça a différents défis, puis ces défis-là peuvent être mieux gérés parfois, puis éviter des erreurs communes. Là. Fait que c'est pour ça que j'essaie de m'entourer à ce niveau-là. Puis des entreprises comme la vôtre, ça aide aussi un peu l'économie régionale. Est-ce que Flow Factor prévoit de donner des emplois à des gens dans la région? Oui, actuellement, j'ai 8 employés. OK. Oui, c'est majoritairement des développeurs, là, fait que ça me permet effectivement d'avoir des employés, mais aussi mon objectif, c'est d'agrandir mon équipe là, rapidement. Ouais. Oui. Puis ça ressemble à quoi votre quotidien maintenant que vous êtes entrepreneur, mais vous êtes aussi, rappelez-moi votre titre? Neuropsychologue. Neuropsychologue, exactement. Ouais. Ça ressemble à quoi votre quotidien avec l'application et tout? Oui, en fait, je me concentre vraiment à 100% dans ma start-up. Donc, mon quotidien, c'est vraiment de faire des démonstrations, des formations de l'application à des cliniques, à des professionnels autonomes. Fait que j'essaie de le faire connaître le plus possible là, aux professionnels de la région, puis aussi à l'international. Fait que mon but, c'est vraiment de faire connaître un peu cette innovation-là dans le domaine de la santé mentale le plus possible. Donc, vous avez répondu un peu à la question, mais en terminant, c'est quoi vos objectifs dans les prochaines années, puisque vous faites partie aussi de cette cohorte de jeunes entrepreneurs pour Flow Factor? Où est-ce que ça s'en va exactement? C'est sûr que moi, je vois grand. Donc, mon but, c'est vraiment d'améliorer les soins en santé mentale, d'améliorer l'accès aux professionnels, puis à des professionnels qui sont spécialisés.
Fait que la plateforme, elle vise, oui, à rendre les professionnels plus efficaces, mais aussi à augmenter la qualité. Puis pour ça, je pense qu'on va devoir inévitablement passer par la médecine personnalisée. Fait que la plateforme vise vraiment à défendre les droits de la santé mentale puis de se diriger vers la psychiatrie personnalisée. Puis pour ceux qui seraient un petit peu réticents, parce qu'on le sait, l'IA, c'est partout présentement, ça fait peur, mais c'est aussi, ça vient en grande aide. Qu'est-ce que vous leur diriez à ceux qui ont un petit peu peur, qui sont réticents à utiliser une application comme celle-là? Je pense que c'est une bonne approche d'être réticent parce que c'est vrai que tout ce que l'IA produit doit passer par un jugement critique. Puis c'est vraiment aussi ce que je veux transmettre à travers Flow, c'est une utilisation de l'IA responsable. Fait que je travaille avec Ivado, là, qui est un centre de données reconnu là, au Québec en IA, qui vise justement à enseigner aux professionnels à utiliser l'IA de manière responsable. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là aussi que je veux enseigner aux professionnels comment l'utiliser de manière critique. Fait que je pense que c'est quand même bon que certains se remettent en question là, quand ils utilisent l'IA. Là, ouais. Merci beaucoup, Mme Desmarais, d'être venue nous voir en studio. Puis je vous souhaite bonne chance pour la suite de ce projet. Ça fait plaisir. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous sentez l'amour dans l'air? Eh bien, c'est parce que notre invitée est arrivée, Mme Valérie Bigras, qui est productrice du Salon virtuel du mariage. Bonjour. Allô? Vous avez une nouvelle édition, c'est la 6e, je pense. C'est la 6e, oui, très fière. Oui, qui va être diffusée 31 janvier et le 1er février. Ce que je voulais aborder avec vous surtout, c'était la place du mariage dans une économie qui est plus difficile. Donc, les gens veulent se marier, mais on a de la difficulté des fois avec le paiement. C'est un gros montant d'argent. Comment vous faites pour aider les gens à naviguer là-dedans? En fait, c'est ça, c'est que je ressens beaucoup, les futurs mariés sont frileux de dépenser autant. Ils n'ont pas d'argent. Tu sais, on sent que justement, là, les coûts, l'inflation de la vie de tous les jours se ressent. Puis ça, on est touché vraiment directement aussi dans l'industrie du mariage. Donc, j'ai pensé à un nouveau concept du mariage inversé. Donc, on invite pour un apéro nuptial, donc plus sur des stations cocktails dînatoires. Donc, on ne diminue pas la nourriture, mais c'est toujours moins cher à décorer une table cocktail qu'une table de 10-12 parce qu'on sait que chaque invité, c'est une place assise, un centre de table et tout ça. Donc, c'est la nouvelle formule pour... Parce que le nerf de la guerre, j'imagine, au niveau des coûts, c'est la nourriture. OK. Ouais. Ça représente combien d'argent, la nourriture, sur le coût total du mariage? Bien, je vous dirais que ça gruge, c'est ce qui gruge le plus votre budget. Si, supposons, on dit pour 100 invités, aujourd'hui, la majorité des endroits, ça varie entre 200 et 260 $ par personne. Donc, calculé à 100 à 260, où on est entre 23 et 26 000 là, déjà. On n'a pas notre robe, on n'a pas notre alliance, on n'a pas nos fleurs, on n'a rien. Là. Donc, c'est une grosse partie du budget. Puis, encore, la question ultime, c'est de faire un choix judicieux dans la liste de nos invités. On n'invite plus pour inviter, on invite vraiment les gens proches de nous. Puis ça, c'est important parce que c'est les invités qui font le budget. Il y aurait une façon d'inviter des gens, mais d'en garder une certaine proportion au départ, mais de seulement là, avoir le souper avec une partie. Comment ça pourrait fonctionner? Bien, c'est ça. Mon nouveau concept, d'où l'apéro nuptial, qui est joli, donc je l'ai rebaptisé, qui fait élégant. C'est que quand on est invité pour le mariage inversé, pour l'apéro nuptial, on n'est pas offusqué parce que les mariés vont vraiment payer toute la note pour nous. Seulement, on va être invité pour une partie de la journée seulement. D'où ma réflexion, le oui, se dire oui, se marier, c'est le noyau de la journée, n'est-ce pas? Et une fois qu'on a le célébrant, bien, ça ne coûte rien se marier. À la limite, tu n'aurais pas assez de sous pour avoir le bon nombre de chaises, bien, ils peuvent rester debout pour 30 minutes, c'est pas la fin du monde. Donc, tout le monde peut assister au oui. Donc, j'ai des mariés des fois qui sont déchirés, ils sont comme Valérie, j'ai 105 personnes sur ma liste. Là. On a décidé de ne pas inviter les cousins, éloignés, on a essayé vraiment là, juste garder la garde proche, puis j'arrive à 105. Mais ma salle contient 75 personnes. C'est déchirant. Donc, invitons tous ceux qu'on aime pour le oui,
trouvons une formule adéquate qui respecte l'étiquette, qui ne va pas offusquer personne. On remercie vraiment avec un cadeau les mariés, on fait ça bien comme il faut et on invite à poursuivre avec les gens plus intimes dans la soirée. Donc, c'est sûr que c'est des idées pour les gens qui ont moins de sous, hein, ceux qui vont pouvoir se le permettre, peut-être qu'ils ne voudront pas adopter cette formule-là, mais je trouve que c'est beau de pouvoir avoir tout ce qu'on aime pour notre oui, puis c'est ça le noyau. Oui, c'est le fun, le party, mais concentrons-nous sur la chose la plus importante. Parce que vous le dites, il faut que ça soit bien fait, parce que c'est difficile de faire le tri, puis là, de dire, OK, cette personne-là, on veut qu'elle soit là pour la moitié, celle-là au complet. Comment on s'assure que ça soit bien reçu par les invités? En fait, quand il est tout dit sur le faire-part, dans l'envoi, il n'y a pas justement d'ambiguïté. Et c'est dit d'une belle formule. Et le fait que, par contre, les mariés vont vraiment inviter, on ne fait pas débourser pour le deuxième verre, là. On invite. Donc, ça prouve qu'on est attendu puis qu'ils souhaitent vraiment notre présence. Donc, encore là, c'est un choix judicieux parce que ça va coûter des sous aux mariés. Mais on engage cette formule-là justement pour bien recevoir, pas offusquer. Puis moi, si je suis ta collègue de travail, je le sais que si tu me dis que tu organises un mariage intime, je le sais déjà que je ne fais pas partie de la photo. Mais si tu m'invites, je vais être surprise, puis je vais faire « Ah, il veut vraiment que je sois là. » Je vais être honorée d'y aller. Il faut arrêter d'être offusqué, puis de juger, puis de... Ça coûte cher. Et la nourriture, c'est ce qui coûte cher. Donc, on essaie de couper. Sinon, si on ne veut pas poursuivre avec les invités intimes, optons juste pour la formule cocktail dînatoire, puis on aura tout notre monde. En faisant ça, on peut, j'imagine, sauver un certain 20-30 C'est un 40 OK, quand même. Ouais. Quelles sont les autres façons qu'on pourrait sauver de l'argent, Valérie? Vous mariez en hiver. Ah! Oui, c'est un compromis. Il y a la logistique des manteaux, des bottes, mais c'est ça. Puis parce que nous, c'est considéré comme notre saison morte, bien, il y a plein de... Les hôtels, ils sont les premiers à faire des forfaits moindres. Le coût des chambres diminue. Donc, déjà là, ça paraît beaucoup. Les photographes vont avoir des prix spéciaux. Les limousines vont avoir des prix spéciaux. Donc, c'est vraiment aussi un beau compromis. Puis quoi de plus romantique que faire des belles photos avec le beau manteau blanc dehors. Il y a quelque chose de magique avec la petite neige. C'est très, très beau, un mariage en hiver. Puis se marier en jour de semaine aussi, un vendredi. Ça, on peut négocier des belles choses aussi parce que, bon, les gens travaillent, il faut se prévoir à l'avance, il faut demander congé. Donc, un jour de semaine aussi, un vendredi, c'est quelque chose de possible. C'est beaucoup d'idées comme ça que si on cumule une avec l'autre, pourrait nous faire vraiment économiser. Puis on se rappelle, quand on se marie, c'est parce qu'on veut être avec une autre personne, qu'on veut bâtir quelque chose. Donc, pourquoi pas commencer justement cette relation-là en discutant d'un sujet important qui est l'argent, parce que ça va être ça, il va falloir gérer ça durant le mariage également. Donc, je rappelle, si vous êtes intéressé à vous marier, vous avez besoin de plus d'informations, visitez le site conférencevirtuellemariage.com. On va mettre l'adresse à l'écran. Et puis vous, on va vous souhaiter de passer un bon 31 janvier, un 1er février lors de vos conférences. Je pense qu'on va avoir Julie Houle, une animatrice. C'est notre ambassadrice cette année. Oui, qui va être là avec vous, puis oui. que vous allez pouvoir aider là, un grand nombre de couples qui désirent se dire oui, comme vous le rappelez. Oui, on s'invite dans votre salon pour vous faire présenter plus de 30 fournisseurs chevronnés de l'industrie, puis répondre à vos vraies questions. Puis nos outils téléchargeables sont vraiment bâtis pour construire vos plans de table, vous aider dans votre organisation pour rendre le tout amusant et facile. Merci beaucoup, Valérie. Ça fait plaisir. À chaque jour dans ma vallée, je fais des choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Bonjour, je suis Julie Larochelle, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu. À toutes les semaines, suivez-moi alors que je vais à la rencontre, dans le cadre de l'émission Fierté d'ici, de toutes les belles entreprises, les beaux commerces, les restaurants de la Vallée du Richelieu. Suivez-nous, c'est un rendez-vous Fierté d'ici sur les ondes de TVR9. Beaucoup d'événements qui s'en viennent à Mont-Saint-Hilaire dans les prochains mois. Je reçois Lucie Blanchet, chef de la division culture et événements de la ville, pour en discuter. Bonjour, Madame Blanchet. Bonjour.
Donc, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois, le 15 février? C'est une date Oui. à mettre au calendrier? Oh, absolument. Alors, OK. après la Saint-Valentin, les parents ont fêté en amoureux. Maintenant, c'est le temps de fêter avec les enfants. Alors, c'est un rendez-vous qu'on donne aux familles de la région, aux familles Hilaire-Montaise également. C'est au Parc de la Gare. C'est le 15 février de 13h à 16h. Il va y avoir une multitude d'activités pour faire bouger nos familles en cette période hivernale. Comme plusieurs villes le font également, la formule, on n'a pas tenté de la réinventer, mais on a quand même voulu donner notre teinte Hilaire-Montaise. Donc, des jeux gonflables, spectacle déambulatoire avec le pelleteur de nuages. On va avoir un conte avec l'équipe de la bibliothèque Armand Cardinal. On aura une initiation au snow skate. Alors, pour les gens qui voudraient peut-être s'intéresser à ce sport-là, les gens Plus aventureux. Voilà, mais ça se peut se faire aussi pour les tout-petits. Alors, c'est vraiment une firme qui est là, méthode, qui sont spécialisées dans ce type d'atelier-là, qui vont animer l'après-midi, puis qui vont permettre aux gens, l'équipement sera disponible sur place, de tenter l'expérience du snow skate. Et on aura aussi l'organisme 1001 rues qui sera présent pour offrir des collations et des breuvages chauds. Alors, tout au long de l'après-midi, c'est vraiment un rendez-vous là, pour nos familles. Et c'est ouvert à tout le monde. Absolument, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Et le Parc de la Gare, bien, il y a un stationnement quand même très, très grand à proximité. Donc, pour les gens qui sont d'un peu plus loin, qui ne sont pas du secteur, ils pourront compter sur ce stationnement-là pour être à 2 pas des activités. Alors, cette journée s'appelle Plaisir d'hiver. On invite les citoyens à ajouter la date du 15 février à leur agenda. J'ai envie de vous parler aussi que les samedis en folie se poursuivent à Mont-Saint-Hilaire avec une nouveauté. Oui, en fait, les samedis en folie ont débuté le 10 janvier dernier. Ça va se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'avril. Alors, tous les samedis, c'est de 9h à midi et ça se déroule au pavillon Jordi Bonnet à Mont-Saint-Hilaire. Donc, c'est juste à côté du centre aquatique. Alors, on invite les familles à venir avec leurs tout-petits. On dirait que c'est des activités qui s'adressent peut-être davantage aux 2-8 ans, enfin, du scolaire, préscolaire. C'est pas une garderie. On insiste là-dessus. On demande aux parents, bien sûr, de demeurer sur place. Et il y a une foule d'activités. Il y a des jeux gonflables, il y a du bricolage, il y a des activités, il y a un coin lecture. Et puis, il y a une nouveauté cette année dont je suis très, très contente de vous parler. Ça s'appelle le programme des Petites Ailes. Alors, c'est un programme qui s'adresse aux 2 à 5 ans et qui a pour but d'aider les parents, de les outiller avec des activités, des jeux, à développer certaines habiletés motrices, des habiletés cognitives également. Pour leur enfant. Pour leur enfant. Alors, l'animatrice qui est là, elle propose 3 jeux et l'enfant qui accomplit les jeux se voit apposer une petite estampe dans un carnet. Et au fil du temps, quand son carnet sera rempli, eh bien, il y aura des prix qui seront tirés, qui seront offerts. Alors, c'est un incitatif, bien sûr. C'est des jeux de courte durée, parce que c'est pour des tout-petits. Certains enfants vont avoir le temps d'en compléter 1, 2, 3. Il y en a qui vont avoir le temps peut-être de le faire une 2e fois. Alors, ça donne des idées aux parents. Ça les accompagne pour voir un petit peu des fois les habiletés que leurs enfants ont à développer. Hein. On les connaît, nos enfants. Et ça les outille pour dire, ah, ce type de jeu-là, j'ai vu une différence. J'ai vu que là, il y a quelque chose là, qui a été acquis. Et parallèlement à ça, si je peux ajouter, pour les parents, des fois, qui voudraient emprunter des jeux, c'est possible de le faire. À notre bibliothèque Armand Cardinal, on ne fait pas juste emprunter des livres, on peut emprunter des jeux également. C'est des jeux qui sont vraiment de très grande qualité, des jeux du Québec. Et parfois, pour une famille, d'acheter un jeu de société, on le sait, ça peut être assez coûteux, sans savoir si le jeune va apprécier, va vouloir vraiment refaire le jeu. Jouer avec pendant une certaine période de temps. Voilà. Alors, quelle belle façon, justement, de le tester en l'empruntant à la bibliothèque. Et puis, si on voit que le jeune ne veut absolument pas le retourner à la bibliothèque, mais là, c'est peut-être le moment d'aller se le procurer en magasin. C'est ça. Votre programme, Les Petites Ailes, c'est aussi investir dans les tout-petits, dans la nouvelle génération. Pourquoi vous pensez que c'est si important? C'est très important. Puis la petite histoire derrière ça, c'est très bien parce que nous, on travaille beaucoup avec des jeunes animateurs qui sont là pour nos camps de jour, nos camps de la relâche. Et c'est une de nos animatrices, qui étudie son champ d'études et qui avait fait un travail scolaire et qui avait développé
ce jeu-là et qui l'a proposé, qui nous a dit « J'aimerais ça l'offrir aux citoyens, de pouvoir le partager. » Alors, c'est comme ça que ça a pris naissance et puis nous, on trouvait que c'était tout à fait naturel que ça vienne d'une jeune, justement, qui a envie d'aider certains enfants, des fois qui ont des parcours scolaires ou des parcours plus difficiles. Alors, c'est un peu comme ça que ça a pris naissance. Puis, je trouve que c'est une belle façon aussi de montrer à nos jeunes étudiants qui travaillent pour nous qu'on valorise leur travail, qu'on pense à eux aussi, qu'on les encourage. Est-ce que vous pensez que c'était une demande à laquelle il fallait répondre? Je ne vous dirais pas que c'est une demande parce qu'on ne veut pas non plus s'immiscer dans le travail que font certains techniciens et techniciennes dans nos écoles et tout ça. Je pense que c'est un plus-value à un beau moment en famille. Parfois, on a le plus vieux qui est là dans les jeux gonflables, puis le plus petit qui trouve moins son compte, les plus timides, plus réservés. On veut s'assurer d'aller rejoindre. C'est le but d'une municipalité, d'aller rejoindre le plus grand nombre de personnes en offrant des activités gratuites. Puis là, parlant de d'autres activités, la semaine de relâche, ça arrive quand même à grands pas. Oui. Pour ceux qui voudraient s'y prendre d'avance, qu'est-ce qui va se passer à Mont-Saint-Hilaire pour la semaine de relâche? Il y a plein d'activités. C'est sûr qu'il y a des activités à la carte. Il y a des activités où on peut y aller, seulement la matinée. Il y a des camps de natation qui, eux, sont très, très, très prisés. Au moment où l'émission va être diffusée, c'est sûr que les inscriptions vont avoir eu lieu. Mais vraiment, je vous invite à aller sur le site Internet. Il reste toujours des places. Et on le sait, c'est un moment, des fois, c'est un casse-tête pour certains parents quand arrive la semaine de relâche. On va les porter chez grand-maman une journée, 2 journées. Toi, tu prends un congé, moi, je prends un congé. Alors, on a voulu vraiment en offrir pour tous les goûts, tous les groupes d'âge aussi. Et allez sur le site Internet, regardez la programmation et n'hésitez pas, bien sûr, à contacter le service du loisir pour s'inscrire. Puis en terminant, Mme Blanchet, quel message aimeriez-vous donner aux citoyens de Mont-Saint-Hilaire qui regardent la programmation des loisirs et d'activités offertes cet hiver puis qui hésitent peut-être? Là? Bien, moi, je pense qu'il faut, en tant que citoyen, on le voit, les gens sont à la recherche d'expériences nouvelles, de moments précieux en famille, entre amis. Il ne faut pas hésiter à regarder son infolettre. Et je pense que ce serait le meilleur conseil que je pourrais leur donner. Inscrivez-vous à notre infolettre. On ne va pas vous submerger de nouvelles, mais on va vous envoyer les informations pertinentes et qui vont faire en sorte que vous êtes un citoyen bien informé et bien engagé. Donc, on vous le rappelle, plaisir d'hiver le 15 février à ajouter à votre calendrier. Merci beaucoup, Mme Blanchet, pour votre temps. Merci à vous. Merci. Maintenant, avec nous en studio, Mme Micheline Potvin, qui est photographe et maintenant conférencière. Effectivement. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir. Pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, expliquez-nous quel genre de photographie vous faites et pourquoi c'est fascinant. Bien, en fait, moi, on m'appelle la photographe de la Lune parce que la première photographie que j'ai prise, ça n'est une que je fais en carte de souhait. Donc, disponible chez Jean Coutu? Non, mais non, pas ceux-là. Ils sont disponibles bientôt, par moi-même. Ah, voilà. Par moi-même. En fait, c'est ce qui est le fun aussi de ces photos-là, parce que j'ai pas juste des lunes, c'est varié ce que j'ai comme carte de souhait. Ce qui est le fun, c'est que tu peux les intégrer dans un cadre 5x7, puis les garder. Puis les gens qui n'ont pas de gros moyens, bien, achètent les cartes, puis se font des beaux petits studios photos, puis ils changent leur guide. Pourquoi on vous appelle la photographe de la Lune? Bien, en fait, parce que la première photo qui m'a permis d'ouvrir mon horizon sur plein de projets a été quand j'ai photographié la Lune avec un petit avion qui passait devant. Et j'ai retrouvé le pilote. Oh, je n'aurais pas dû vous le dire. Bien, c'est ça, hein? C'est une photo qui a complètement changé votre vie. Exactement. Cette photo-là se promène et change Les gens sont vraiment impressionnés de voir tout le chemin que j'ai parcouru pour arriver à... Parce que personne n'y croyait, dans le fond. T'sais. Quand je racontais ma petite histoire, ils disaient, bon, c'est comme essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin. Mais non, finalement... Comment réagit est-ce qu'on sait comment réagit le pilote quand il a pris connaissance de votre photo? Si je te dis la première chose. Non, pas du tout. C'est que j'avais envoyé la photo dans la Presse Plus et lui a vu passer la photo dans la Presse Plus. Mais il n'a jamais pensé que c'était lui qui était dedans. Ah non? Dans l'avion. Lui-même était surpris. Lui-même était surpris. Puis quand finalement je l'ai retrouvé, bien, il s'est...
Fait que là, cette photo-là vous a amené à faire plein d'autres photos. Donc, à évidemment. créer un livre comme ça. Vous avez Exactement, plein de photos. avec mes 22 photos de ma première exposition qui est Facettes de lune. Donc, quand un rêve devient réalité. Et suite à ça, en écoutant ce que les gens disaient par rapport à mes photos, m'est venue l'idée d'une conférence. Parce que j'ai compris que les gens avaient besoin d'en parler. Puis c'est pas des sujets qui sont... Quand tu es invité à souper en quelque part, tu parles pas vraiment de ça. Non, Mais vrai. c'est un sujet fascinant quand même. Pourquoi ça fascine les gens, vous pensez? Pour plusieurs choses. Premièrement, parce que la Lune, elle est très attirante. Quand tu la regardes, tu ne peux pas cesser de la regarder. C'est mystérieux. Elle est mystérieuse, elle est très énergisante, elle est rassurante, elle a tellement de belles qualités que tu es hypnotisé quand tu la regardes. Puis c'est comme... j'ai lu un article là-dessus. Les astronautes, pardon, quand ils sont dans leur fusée, près de la Lune, puis qu'ils regardent en bas la Terre, ils ont comme un drôle de sentiment parce que là, eux, ils sont en haut, puis la Terre est en bas. Puis nous, c'est le contraire. Quand nous, on regarde la Lune de la Terre, puis qu'on la voit en haut, bien, on est tous comme charmés parce que pour nous, c'est pratiquement impossible d'aller sur la Lune autrement que ce que les astronautes font. Non. Puis peut-être qu'on voit justement la Terre ou la Lune d'une perspective différente. Ça nous prend conscience peut-être de la fragilité de la Exactement. Terre, puis de la grandeur de l'espace aussi. Fait qu'il y a tout un monde mystérieux derrière tout ça. C'est ça. Les astronautes la voient différemment de ce que nous, on voit à partir de chez nous. L'objectif de votre conférence, comment vous avez déterminé qui vous vouliez rencontrer? Quel groupe d'âge, quel type de personnes? En fait, j'ai pas de type d'âge. Je me suis dit qu'il faut que ma conférence soit disponible pour tous les âges, autant au primaire, secondaire que les personnes âgées. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils sortent de votre conférence? En fait, je veux qu'ils comprennent puis qu'ils continuent à voir que le rêve, c'est possible en tout temps et pour tout le monde. Que tu sois petit, que tu aies 5 ans, puis que tu vois des photos de lune ou n'importe quelle autre photo, ou que tu dis, moi aussi, j'en ai un rêve. Tu sais, souvent, les enfants se disent, hey, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il faut dire, moi, je veux faire médecin. OK, peut-être qu'il changera en cours de route, mais c'est pas grave. Il y a déjà une intention dans sa tête. Donc, ce que je veux, c'est qu'ils comprennent que cette intention-là, il faut qu'ils la gardent, il faut qu'ils fassent focus. Peut-être qu'elle ne se réalisera pas dans la semaine d'après. Peut-être que ça va prendre des années pour y arriver, comme ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 1 an, on ne sait pas. Mais c'est important de rêver, puis de croire que tout est possible et pour tout le monde. Puis ton rêve à toi, là, bien, il n'est pas plus ridicule, puis il est important. Même chose que celui d'à côté. Bien, vous-même, vous êtes un exemple vivant, mais peut-être aussi dans le sens qu'il n'est jamais trop tard. Tu sais, vous avez pris, vous ne saviez pas que vous allez avoir tout ça quand vous avez pris votre photo, puis on peut se laisser surprendre par un nouveau rêve. Tu sais, on peut se questionner, on se demande beaucoup qu'est-ce qu'on veut faire avec notre vie. Tu sais, c'est stressant un peu de se mettre cette pression-là, tandis que vous êtes l'exemple de quelque chose qui est arrivé, puis ça vous a fait aller dans une direction. Ça m'ouvre tellement de possibilités, puis il y a encore bien d'autres choses qui s'en viennent. Mais la conférence, là, pour l'instant, c'est vraiment mon objectif de la promener, je veux même voyager avec au Québec, partout. Avez-vous eu des réactions surprenantes après vos conférences? Bien, en fait, ce qui m'a surpris beaucoup, j'ai fait des tirages pour les gens. J'ai fait tirer 10 cartes souhait. Et les gens, à la fin de la conférence, sont venus me voir, ceux qui avaient gagné, puis ils voulaient la faire signer. Ils m'ont dit, j'ai appris des choses. J'en savais déjà, mais j'en ai appris d'autres. Comme, comment tu fais pour connaître, exemple, qu'est-ce qui est une lune croissante puis une lune décroissante? Pourquoi la lune est montante? Pourquoi la lune est descendante? Puis au travers, c'est très humoristique. Parce que je suis comédienne, évidemment, donc je me suis laissée aller. On va inviter les gens à se... Vous avez une prochaine conférence qui va être le 14 mars 2026. On n'a pas encore l'endroit. Ça a confirmé l'endroit, effectivement. Donc, si vous êtes intéressé, on vous invite à vérifier l'endroit où ça va se présenter. Exactement. Mais là, on est certain de la date, le 14 mars. Oui. Et je suis certain qu'il va en avoir d'autres dans le futur. À venir. Vous avez le livre qui est aussi disponible. C'est une Exactement. histoire qui est fascinante.
Moi-même, je trouve ça vraiment intéressant. Premièrement, de vous rencontrer. Vous êtes quelqu'un de spécial, Merci. qui sort de l'ordinaire. Et puis, je suis certain que ça transparaît durant votre conférence, autant avec les questions pratiques, comment déterminer la Lune, et aussi tout le mystère qui l'entoure. Alors, j'invite tout le monde à venir vous rencontrer. Merci. J'aurais 2 remerciements à faire, en fait. Le premier remerciement s'adresse aux éditions MP Trésor et à Mélanie Poirier, la présidente de cette galerie d'art, et MP Trésor, qui sont les éditions MP Trésor du livre, et à mon commanditaire, qui est le commanditaire de mon livre et de ma conférence, donc Pharmacie Jean Coutu, Pascal Bouchard, à Saint-Hubert, 5245, boulevard Cousineau. Si on veut me rejoindre, plumephoto22@gmail.com. Voilà, c'est fait. On vous invite. Merci. Merci beaucoup. Anne-Catherine Caron est agente culturelle à la Ville de Belleuil. Bonjour, Mme Caron. Bonjour. Là, ça s'en vient très rapidement, l'événement que tout le monde attend durant l'hiver, et je nomme Chaufferette. Et non le moindre. Yes! 12e édition cette année. 12e quand même. Oui, ça quand s'en vient même. un assez gros spectacle, un gros rassemblement, cette initiative-là. Tout à fait. On a l'impression qu'il est de plus en plus attendu aussi. On a notre super partenaire Trans-Québec qui nous supporte à chaque année. Et puis on a la chance qu'il collabore encore avec nous cette année pour la 12e édition. On va donner les dates tout de suite, le 6 et le 7 février. C'est un vendredi et un samedi. Exactement, en soirée, au parvis de l'église Saint-Mathieu, donc même endroit qu'à l'habitude. On se retrouve au Vieux-Belleuil. On vous attend. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de nouveau cette année? Donc, en nouveauté, on prolonge la zone famille. Donc, on vous attend dès 17 h et on agrandit le site du festival. Donc, non seulement on retrouve des activités au parvis de l'église, mais on offre également des activités au pavillon touristique et au plateau Michel Brault, notamment une disco silencieuse, des casques de réalité virtuelle. Une disco silencieuse. Une disco silencieuse. C'est quoi ça? Donc, on se présente sur place, on choisit soi-même sa trame sonore. Un DJ est présent pour envoyer différents choix. Puis, on écoute à notre guise, au volume qui nous plaît. Donc, c'est très accessible également pour les plus jeunes enfants. C'est offert le vendredi et le samedi pendant 2 heures. Wow, pour tous les goûts. Pour tous les goûts, oui. C'est un événement qui est très important pour la Ville. En quoi ça répond aux besoins de la population, cet événement-là? C'est un événement qui est très rassembleur, mais c'est un événement qui se distingue aussi par son public cible. Donc, on a une très grande programmation familiale tout au long de l'année. Mais Chaufferette, c'est particulier parce que c'est pour tous les âges. Donc, la musique, c'est très rassembleur, mais on sait également que les 18 à 35 ans recherchent ce type d'événement-là. Je pense que c'est un rendez-vous important. L'an dernier, on a reçu 10 000 festivaliers de toute la région. Donc, on essaie d'offrir vraiment une programmation variée pour tous les âges et tous les goûts. Non, c'est vraiment super. Puis vous, vous êtes un peu à vos débuts à l'organisation avec ça. Vous étiez ailleurs avant, maintenant à Belleuil. Vous organisez un gros party. Oui, c'est le fun, pareil. On a beaucoup de plaisir. Non, mais c'est sûr, quand il faut organiser, il faut qu'il y ait de la rigueur. Mais qu'est-ce que vous y trouvez là-dedans à justement amener ça à la population puis peut-être à répondre à un groupe d'âge ou à une population qui a besoin de bouger, puis de se voir, puis de sortir? Bien, en fait, ce qui est plaisant, c'est d'écouter les citoyens tout au long de l'année, puis d'avoir des idées qui mijotent tout au long de l'année, puis se dire « Chaufferette, c'est une belle occasion pour répondre à ces envies-là ». Donc, on sait que les gens veulent être à l'extérieur, on sait que les gens veulent se rassembler, les gens veulent découvrir les produits locaux. Donc, on l'offre notamment avec nos restaurateurs aussi qui font partie prenante de l'expérience. Puis, on offre pour tous les âges. Donc, tout le monde peut y trouver son compte, c'est gratuit, c'est une belle activité. Puis nous, on prend plaisir à voir le sourire des gens sur place et par après quand ils viennent nous dire à quel point ils ont eu une belle expérience. Qu'est-ce qui est différent entre organiser un événement comme ça dans des organismes au privé versus pour une ville? Ce qui est différent, c'est... J'imagine qu'il y a un niveau de responsabilité différent parce que là, c'est l'argent des contribuables. Puis là, on veut... C'est pas nécessairement le faire le plus d'argent possible avec l'événement, mais plus répondre à des besoins différents. Ça doit être complexe. Tout à fait. Bien, en fait, je dirais que c'est la similitude des valeurs qu'on retrouve notamment dans nos partenaires, puis les valeurs de la ville qu'on veut transmettre et respecter dans chacun de nos événements. Donc, on a la valeur d'accessibilité, la valeur d'éco-responsabilité. Donc, on a plutôt des axes à respecter qui sont un peu nos objectifs, mais c'est différent. En même temps, c'est la même chose. On a un objectif d'offrir un événement de qualité puis un événement qui va plaire. Donc, c'est différent, mais ça se ressemble. C'est un peu pour ça aussi que vous avez écouté
la population, vous avez changé certaines choses, dont les dates. Oui. Les dates ont été changées cette année. Pourquoi Exactement. vous avez fait cette modification-là? Premièrement, puisqu'on était très collés à la semaine de relâche, donc on sait que les gens nous disaient, bien, souvent, ils vont être à l'extérieur ou ils vont partir. On a également plus un redout vers la fin février, début mars. Là, on ne sait plus à quoi s'attendre, mais... Il va faire fret en Il va mars. faire froid, fait qu'on est dans la thématique. Mais non seulement, on gagne aussi en noirceur, donc on peut commencer des projections plus tôt. On peut offrir des activités avec de la lumière puis rendre ça plus intéressant plus tôt aussi. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a décidé de déplacer l'événement. Puis là, vous commencez aussi un peu d'avance avec une proposition d'aller chez des restaurateurs pour goûter Oui. à des mets ou à des trucs Oui, donc, chauds et froids. c'est Chaud ça? et froid. Donc, on est dans le concept. En fait, on a décidé cette année d'intégrer des parties prenantes du Vieux-Belleuil au Festival Chaufferette, puis de le prolonger. Donc, à partir de ce vendredi 23 janvier, les gens sont invités à aller dans les 5 restaurants participants qui offrent un duo chaud et froid d'une entrée et d'une boisson. Toutes les informations vont être disponibles là, sur notre site là, dès ce vendredi. La villedebelleuil.com, on Exact. répète, 6 et 7 février. Pour terminer, Mme Caron, on va parler un peu de la Maison Villebon qui est encore en rénovation. Est-ce qu'il y a une programmation là, qui est intéressante par les temps qui courent, que les gens pourraient là, justement profiter D'aller au show. Oui, c'est ça, d'aller au show un peu pour voir quelque chose dans la région. Oui, donc on a nos 4 séries qui reviennent pour la saison, qui débutent mercredi prochain, donc avec un spectacle en après-midi. Nos 4 séries, on a plutôt l'entracte de semaine le mercredi après-midi, Nouveau Visage le jeudi soir qui est en collaboration avec Diffusion de la coulisse, donc qui nous offre une belle brochette là, d'artistes de la relève. Puis on a également nos ciné-rencontres les mardis après-midi, où on offre la projection de documentaires, mais avec de la médiation aussi, accompagnée souvent des réalisateurs des documentaires. Ça, c'est intéressant de pouvoir Très rencontrer intéressant. les gens en derrière Oui. le décor. On a souvent des questions aussi là, de la part des spectateurs qui sont là. Donc, ça crée des beaux échanges. Là, des échanges, c'est vraiment de la culture de proximité. C'est une belle occasion pour faire ça. Et puis, sinon, notre dernière série qui est bien appréciée aussi, c'est celle du dimanche après-midi, qui est les spectacles jeunesse. Et cette saison-ci, là, on a vraiment un public varié. Donc, dès les tout petits jusqu'à 18 mois, ils ont un spectacle spécialement pour eux, d'éveil musical. Puis ensuite, là, on touche vraiment les 4 ans jusqu'à les 12 ans. Donc, un très grand public. Donc, on reste aux aguets de la nouvelle programmation. Puis, même si, comme je l'ai mentionné, la Maison Villebon était en rénovation, on peut quand même s'y présenter. On a quand même hâte de voir... Tout à fait. Bien, c'est le centre culturel qui est en rénovation, Ah oui, en fait. c'est Mais ça, nous, OK. on est là, puis on accueille la belle programmation des diffusions de la coulisse. Donc, c'est une cohabitation présentement là, à la Maison de la Culture. Super. Donc, on reste à l'affût. On va sur le site belleuil.ca. Exactement. Si on veut plus d'informations. Madame Caron, merci d'avoir été avec nous. Mais merci, c'était un plaisir. Voilà, c'est ce qui complète cette édition du Régional. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par le monde des médias, que ce soit devant ou derrière la caméra, TVR9 a besoin de vous. Contactez-nous à l'adresse info@tvr9.com pour obtenir toute l'information et venir nous visiter ici en studio. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Régional. Bonne semaine!